Riyad Sedra, oui, je voulais vous poser la même question. Dans ce contexte, à la fois, comme vous l'avez souligné, de culture, ce que vous appelez une culture démocratique faible, de pression étrangère, quels sont, selon vous, les scénarios d'une sortie pacifique et quels sont les risques d'une aggravation de cette guerre civile qui continue? Est-ce que vous me permettez d'abord de parler un peu du terrorisme en Libye? Parce que c'est ma conférence préférée. Ces derniers mois, je donne une conférence sociologie des terrorismes, des acteurs et les enjeux. Et je commence toujours par la projection de quelques extraits de vidéos. Je commence par Alain Chouet. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Chouet. C'est un ex-directeur de sûreté à la DGSE française, la Direction générale de la sécurité étrangère française, qui appartient au ministère de la Défense. Et magnifique. Ce que j'ai toujours dit, d'un coup, je l'ai vu sur la vidéo, là, devant un comité parlementaire, le terrorisme de Al-Qaïda, par exemple, au Maghreb, c'est local, c'est du terrorisme local qui cherche la médiatisation mondiale. AQMI, par exemple, c'était quoi AQMI en Algérie? AQMI, c'était le groupe salafiste de combat d'Abdelazek Bara. En 2007, ils ont effacé ça, ils n'ont pas voulu intégrer la réconciliation nationale avec Bouteflika et ils ont changé leur nom, Al-Qaïda. Au Maghreb islamique, donc c'est la grande publicité. Quand je parle de Daesh en Libye, vous savez que ça veut dire Daesh en arabe? Ad-Dawla al-Islamiyya fil Iraq wa Sham. On traduit l'État islamique en Irak et en Syrie. Mais la Libye, ce n'est pas ni l'Irak ni la Syrie, c'est loin. On fait quoi là? Alors, aussi, je projette quelques autres extraits, parce que nous, les politologues, on n'a pas de secrets à révéler. Nous, on travaille sur les déclarations, les textes, les corpus, on analyse ce que les autres disent. Joe Biden, vice-président américain d'Obama, devant des étudiants à l'université de Harvard, aux États-Unis d'Amérique, et devant des professeurs en sciences politiques, il disait: nous savons bien que nos amis qatariens, saoudiens et turcs ont financé et créé Daesh pour éliminer le régime de Bachar al-Assad. La vidéo est sur le YouTube. Deuxième déclaration, j'étais vraiment réveillé. Là, je regardais la chaîne franco-allemande d'Arte, une chaîne que j'aime beaucoup parce qu'elle pousse énormément la liberté d'expression. Vers 11h le soir, le conseiller du gouvernement allemand dit: nous savons bien que nos amis qatariens et saoudiens financent le Daesh pour contrer l'Iran chiite, etc. Le ministre de l'Intérieur tunisien Lotfi Benjedou, dans une longue interview au grand quotidien algérien Khabar, 500 000 exemplaires par jour, la manchette c'était quoi? Des hommes de Golfe financent le terrorisme en Tunisie. Qu'est-ce que cela veut dire? Daesh possède 2 milliards de dollars cash, l'argent frais. La Tunisie cherche depuis la révolution d'avoir cette somme, elle ne la trouve pas jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'elle a pu avoir, c'est 1 milliard de dollars du FMI. Mokhtar Belmokhtar, alias Lauer, un patron dirigeant d'AQMI, le Qaïda au Maghreb, et aussi nommé le prince de Marlborough. Le prince de Marlborough, parce qu'il détient la contrebande de Marlborough dans le sud de l'Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Et surtout, en terrorisme, on oublie toujours, quand on parle de terrorisme, toujours, on analyse le côté religion, islam, radicalisation. On oublie le côté économique. On oublie le business économique. On oublie que des jeunes Tunisiens sont en Syrie par les djihad pour avoir un salaire en divise, pour prendre l'avion pour la première fois dans leur vie. Ils n'ont jamais pris l'avion. C'est un business. Le Tunisien ou le Marocain ou Algérien, pour arriver en Syrie, il lui faut au minimum 10 000 dollars. Je suis sûr et certain qu'aucun Tunisien ou Algérien ou Marocain ne paye cette somme. D'où ils viennent alors? Bon, pour le cas libyen, ça s'aggrave. C'est connu, l'absence d'État, l'absence d'une armée nationale puissante, forte, des services secrets surtout. On a dit avec Gaddafi ou Saddam Hussein, dictateur, pas dictateur, mais il n'y a pas des attentats chaque jour ou des voitures piégées chaque jour. Avec cette absence, le terrorisme prospère. Et où est le terrorisme dans la carte mondiale? En Afghanistan, parce qu'il n'y a pas d'État, en Somalie, en Mali, en Libye et en Irak, et une partie en Syrie.
c'est vrai, en Algérie ou en Tunisie, mais c'est très limité parce qu'il y a le jeu du chat et de la souris. Hein. Dès qu'il y a le chat, la souris ne peut pas trop jouer. Mais dès qu'il n'y a plus ce chat, pour chasser la souris, évidemment, le terrorisme prospère. Donc, le terrorisme libyen, on va faire quoi? C'est construire. Ce que je veux dire toujours, c'est en Libye, on a sauté, on a brûlé les États. On était allé à la méthode américaine. Élections, des élections, voilà la démocratie. Or, on aurait dû tout d'abord créer cette armée nationale, une conférence nationale, surtout dans la participation active des tribus, puisque la tribu est l'acteur le plus puissant dans la société libyenne, puisque les partis politiques ne sont pas construits, ces partis politiques, à part les frères musulmans exilés à l'extérieur. Et reconstruire ces services secrets et faire une phase transitoire afin d'arriver à cette démocratie. Mais en Libye, on a fait tout à l'envers. On a laissé les armes qui circulent partout. Aujourd'hui, les terroristes en Tunisie, en Algérie, en Égypte, ils utilisent des armes libyennes. Mahmoud Jibril, ex-premier ministre, il dit qu'en Libye, on a des armes qui circulent dans les rues qui pourraient armer cette armée africaine. Bon, toujours le 7, c'est un chiffre un peu biblique, islamique, etc. Mais on a des photos, des images qui étonnent tout le monde. Un Libyen, il a un char dans son jardin chez lui. L'autre, il a un DCA M14 chez lui. C'est un butin de guerre. Dans le chaos total, il prend c'est des armes. On a des milices, on a j'étais à Monte Carlo tout à l'heure, on a afin de traiter ce sujet, des adolescents. Il y a la drogue. Le Corriere della Sera, le journal italien connu, parlait que la carabinière italienne a voulu former une police, une gendarme libyenne, et il y a les candidats, les jeunes libyens, et chaque fois qu'on fait une prise du son, on trouve que c'est positif. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une intervention massive de l'extérieur, le fric, l'argent. Qu'est-ce qu'il fait le Qatar? Qu'est-ce qu'il fait le Qatar en Libye? C'est pas une démocratie, le Qatar. Mais quel modèle on veut exporter à la Libye? Moi, je pense aider les Libyens à trouver eux-mêmes leur propre solution. Ces cheikhs bédouins de leur tribu, peut-être, ils vont résoudre leurs problèmes plus que tous ces congrès théoriciens et ces interventions étrangères. D'ailleurs, parmi les solutions, puisque vous m'avez demandé, stopper l'intervention étrangère. Il faut dire aux Qatariens, tiens, qu'est-ce que vous faites en Libye? Stopper les autres aussi. C'est des Émirats ou Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de changer sa stratégie, parce qu'il y a eu un grand changement, peut-être des gens qui n'ont pas suivi ça. Avant, il y avait un axe entre les frères musulmans qui se composent de l'Égypte, d'Abu Dhabi et de l'Arabie Saoudite. Après la mort d'Abdallah, le nouveau a renié avec les frères musulmans, puisque les frères musulmans ont été soutenus pendant les années 60-70 par l'Arabie Saoudite surtout, contre la gauche arabe, contre les démocrates arabes, etc., afin de propager le wahhabisme. Donc, c'est parmi ces solutions, laisser les Libyens, laisser ces tribus, empêcher les interventions étrangères, et surtout, la priorité absolue, c'est ramasser ces armes. Il faut avoir cette armée nationale, homogène, libyenne, cet État qui a le monopole de la violence légitime. Merci. Je vais demander à Patrick Amzadeh de peut-être répondre à la même question sur on va dire les scénarios, et après nous allons ouvrir la parole à la salle pour que le public puisse poser ses questions à nos deux invités. Alors, juste une petite remarque sur cette histoire de... Enfin, moi j'ai des doutes. Si vous voulez, l'armée, la construction d'une armée, la construction des institutions, c'est un processus, dans toutes les sociétés, puisqu'on a cité Max Weber tout à l'heure, qui découle d'une évolution, effectivement, d'une évolution sociale, d'une évolution historique et d'une culture politique. Donc, mais il y a eu des tentatives de recréer l'armée libyenne. Enfin, il y a eu 3000 jeunes Libyens qui ont été sélectionnés, qui ont été en Angleterre, d'autres en Italie, d'autres en Jordanie. Dès que la guerre a repris l'année dernière, chacun est revenu dans sa communauté d'origine et c'est parti. Donc, si vous voulez, une armée, ça ne se décrète pas, ce n'est pas des heures d'entraînement, des choses comme ça.
il faut qu'effectivement, à un moment donné, ça corresponde à une identité, à un sentiment d'appartenance, d'avoir envie de... Donc, et c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de théorique. Donc là, je suis extrêmement réservé sur cette idée de... Bon. Ensuite, il faut... Là aussi, on a parlé de révolution tout à l'heure. Il faut savoir que les jeunes, les gens qui ont combattu en 2011 et qui ont mis fin au régime de Kadhafi, se sentent effectivement une légitimité révolutionnaire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on faisait de ces gens, hein? Qui allait les désarmer d'abord? Parce qu'effectivement, il n'y avait plus d'armée. Donc là aussi, le pouvoir de l'époque, le CNT, avait très peu d'autres options que de s'appuyer finalement sur ces milices en les intégrant plus ou moins formellement à l'État. Et c'est ce qui a été fait. Alors pourquoi ça n'a pas marché, hein? Pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement parce que le centre politique était divisé dès le départ. Hein? C'est-à-dire que dès fin février, et c'est un petit peu l'objet de mes recherches en ce moment, dès début mars, on avait déjà deux camps. On avait le camp, c'est un petit peu, voilà, c'est Kerensky et la révolution bolchevique derrière. Donc, enfin, je n'aime pas les comparaisons, mais on a eu un premier camp qui était le camp des Mahmoud Djibril, etc., qui a vu le vent venir et se sont dit, bah, on va prendre la révolution en marche. Et puis il y avait les autres qui sont arrivés d'ailleurs un petit peu après, qui effectivement étaient les islamistes, mais pas que. La ville de Misrata, c'est pas des islamistes, c'est des gens qui sont battus avec une volonté de changer, de faire une révolution sociale au sens où effectivement on changerait l'échelle des hiérarchies sociales, et c'est des gens qui étaient exclus politiquement du système, pas économiquement, mais qui ont voulu reprendre un poids politique qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, et clairement, dès le départ, on a eu ces deux camps, avec dès le départ un camp qui était soutenu par le Qatar, la Turquie et le Soudan, et dès le départ un camp qui était soutenu par les Émirats et l'Occident. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Les Émirats. Si, Mahmoud Djibril était aux Émirats pendant quasiment toute la guerre de 2011 et était à l'Élysée, enfin régulièrement. Donc là aussi, il est avéré que chacun des deux camps a mené sa guerre en s'appuyant chacun sur ses troupes. Donc finalement, on avait un centre déjà divisé, je dirais. Chacun avait son plan de libération de Tripoli, chacun se battait pour accéder aux armes livrées par l'étranger. Hein, donc le Qatar livrait ses armes à une faction, les Émirats livraient leurs armes à une autre faction. Même au sein d'une même ville comme Zintan, il y avait deux clans. Hein, il y avait le clan Osama Jouaili qui était d'un côté et le clan et un autre clan, Fernana, qui était de l'autre. Voilà. Donc, si vous voulez, cette division du centre, elle était dès le départ pendant l'insurrection de 2011. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la chute du régime? On a eu un CNT qui était avec ces deux entités qui coexistaient. On était dans une coexistence pacifique, chacun s'appuyant sur ses milices avec des montées de violence régulièrement. On encerclait le Parlement pour faire voter une loi dans un sens ou dans l'autre. Et les deux camps, finalement, ont joué leurs cartes de cette même façon, en s'appuyant chacun sur ses milices. Et en mai 2014, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu rupture de cette équipe dynamique et affrontement ouvert entre les deux grands clans. Donc, savoir ce qu'on aurait pu faire de plus, c'était extrêmement difficile, puisque, encore une fois, construire une armée nationale autour d'un pouvoir... Donc, dans chaque ministère, vous aviez le ministre qui était d'un camp et le vice-ministre qui était de l'autre. Et chacun avait autorité sur, finalement, ses troupes. Donc, il y avait une bipolarisation dès le départ du système. Et donc, c'est absolument pas surprenant. Moi, en tout cas, ça m'a pas surpris. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une, je dirais, une formalisation et une militarisation de cette division qui remonte dès le début de l'insurrection. Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis on aurait pu faire. C'est un petit peu facile de réécrire l'histoire, mais moi, j'avais difficilement d'autres solutions. Je pense qu'une fois que le coup était parti, c'était extrêmement difficile de faire autrement. Donc maintenant, c'est de se dire que tout dépend. On est forcément, vous savez, le temps médiatique, c'est du temps court. Donc les gens vous disent, bah oui, comment, 4 ans, depuis 4 ans, oui. Si vous prenez la Révolution française, enfin, comme on disait tout à l'heure, le moment révolutionnaire de 1789, ensuite il y a eu Bonaparte, puis l'Empire, puis la Restauration, puis la Commune de Paris. Enfin, il a fallu un siècle à peu près avant qu'il y ait des institutions un petit peu stables
il y a un ordre social un petit peu stable qui se met en place. Donc je dirais que, et encore, ce qui complique le cas libyen, c'est qu'on a une internationalisation. L'internationalisation est bien réelle. Je rappelle que l'aviation émirienne a bombardé des objectifs à Tripoli l'été dernier. Donc on a déjà une intervention directe. Voilà. Donc comme on le disait tout à l'heure, je pense que la première priorité pour l'instant, ce serait d'essayer de convaincre les grands acteurs étrangers de ne pas s'ingérer et de limiter au maximum les interférences dans la scène libyenne, et puis de poursuivre le processus. Mais je pense que aussi se mettre dans l'idée que ce sera un processus long, que peut-être qu'aussi, là, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le pays est déjà divisé, de facto. Il y a quand même Est-Ouest, bon, il y a une poche à l'Ouest pro-Parlement Tobrouk, on a quand même finalement deux systèmes. Et là aussi, pour reprendre Max Weber, on a un ordre à Tripoli qui s'est mis en place, avec un pouvoir de facto qui assure la subsistance, une forme de sécurité, le nettoyage de la ville, ramasser les ordures. Donc si vous voulez, finalement, on a un ordre, quelque part un pacte qui est en train de se mettre en place. Et à l'est, dans la montagne, dans les 3-4 villes que tient Haftar, ou que tient le Parlement Tobrouk, la même chose. Donc vers quoi ça peut évoluer ? C'est difficile à dire. Je ne pense pas qu'on aura de reconnaissance internationale de ces deux entités, mais on peut avoir un système de zone grise avec des proto-États. Et je pense que la ligne rouge, la véritable ligne rouge, ce sera si une des deux entités cherche à exporter le pétrole ou à mettre la main sur la banque centrale. Voilà. Ça, ce seront pour l'instant les deux indicateurs qui permettront de voir qu'on a basculé vraiment dans autre chose et qu'il sera extrêmement difficile de revenir en arrière. Merci, on va tout de suite prendre 2-3 questions. Est-ce que les solutions, je pourrais rapidement proposer... On va prendre 2-3 questions et je vous promets que vous répondrez en premier et vous pourrez parler des solutions en même temps. Merci pour vos interventions. D'abord, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une autocritique des États occidentaux, parce que ce sont eux qui ont provoqué la chute précipitée de Muammar Kadhafi. Ensuite, le temps s'est dit non, moi je ne m'occupe pas de l'après-service, j'ai fait mon travail, point. Et on voit que les républicains, hier, ont critiqué Barack Obama d'être toujours en retard par rapport aux événements qui se passent en Irak, la chute de Ramadi, et pas de réaction des Américains. Les républicains ont dit que c'était une menace pour les États-Unis. On voit qu'il n'y a pas de réaction. Et pour revenir à l'intervention de monsieur, en fait, vous dites que c'est local. L'Awar, c'est en Algérie, Acmi, c'est international. C'est vrai qu'il y a une guerre des médias, mais on ne peut pas se détacher du contexte historique. Vous savez très bien que la guerre d'Afghanistan, la guerre contre les communistes, a joué un rôle fondamental dans la guerre en Algérie. La guerre civile, ce sont les Afghans qui sont revenus d'Afghanistan qui ont fondé les maquis, avec leur vêtements, etc. En 1990, c'était les maquis qui étaient fondés par les Afghans. Ils avaient une légitimité, entre guillemets, historique. C'est pas que comme ça qu'ils sont venus Internet, YouTube, etc. Il y a une réalité. Et puis, vous voyez très bien qu'il y a des interventions qui se suivent. L'Arabie Saoudite qui est intervenue au Yémen. Alors pourquoi l'Égypte n'interviendrait pas sous autorité de la Ligue arabe ou bien de l'ONU en Libye ? Libye, c'est 5-6 millions d'habitants. L'Égypte, c'est 90 millions d'habitants. On a tué des Coptes, etc. Il y a des crimes sous nos yeux. Il faut faire... Je pense. Merci. Merci. On va prendre une question de, je pense, madame qui avait levé la main juste là. Non, elle a changé d'avis. Très bien. On peut aller plus loin. Bonsoir, merci pour ces éclaircissements. Donc, crispation locale, a priori solution locale. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe si, donc, en attendant ces solutions locales qui vont mettre beaucoup de temps, si je vous comprends bien, à se mettre en place, si le flot d'immigration continue à se déverser sur les côtes européennes, si le pôle de stabilité qu'est l'Europe se trouve menacé par ces groupuscules pour des raisons de médiatisation ou autres, j'imagine que les états-majors préparent des scénarios. Quelles seraient les réactions quand ici les choses se passeraient autrement ? Est-ce qu'il y a
des scénarios qui accéléreraient ce processus. Merci. Est-ce que vous pourriez préciser votre question, s'il vous plaît? Du point de vue de l'Europe, on n'intervient pas. C'est sage, si les problèmes sont locaux, de laisser les solutions émerger localement. Mais si la stabilité européenne se trouve, comme on l'a vu avec l'Algérie, avec d'autres exemples, se trouve menacée, l'Europe va réagir, j'imagine. Alors, les états-majors n'attendent pas la presse, n'attendent pas les politologues pour réfléchir à des scénarios. Est-ce que vous avez des idées de scénarios d'intervention? Voilà. Merci, c'est très clair. On va prendre une troisième question peut-être. Bonjour tout le monde. Je travaille actuellement sur la traduction d'un auteur libyen qui a écrit un livre en 2008 à Darana, dont on a parlé il y a peu de temps. Et la seule question que je voulais savoir, c'est s'il y avait des ouvrages ou des revues que je pourrais citer en référence à la fin du livre que je vais terminer bientôt, que ce soit en arabe ou en français ou en anglais. Merci. Sur la Libye. Merci.